Merci beaucoup, merci infiniment. Donc, de nouveau une demi-heure ensemble pour approfondir certains des sujets. Donc je serai attentive si vous me faites signe pour intervenir, compléter, demander une information. Philippe, oui. Des petits compléments. Alors déjà, j'insiste, c'est un problème sémantique, mais ça a été évoqué tout à l'heure par Béatrice. La sémantique a son importance. Donc effectivement, hacker, je suis content que ça ait été redéfini. C'est quelqu'un qui est éminemment à regarder, et ce n'est pas un pirate, effectivement. Hacker, c'est vraiment, faut le prendre dans le sens noble du terme. Et c'est ce qui a permis de grandes avancées. Je reviens sur la présentation de Sébastien. Sur un petit problème de sécurité des systèmes d'information, vous avez en France, dans des endroits un peu reculés de la Bretagne, quand les drones, quand les avions, les hélicoptères ne peuvent plus porter des échantillons, l'utilisation de pigeons. Pigeons voyageurs. Et là, on s'est aperçu que l'expérimentation qui marche bien sur des îles un peu éloignées, mais pas trop loin de la côte non plus, on a voulu l'étendre dans les Landes. Et là, on s'est aperçu d'un problème majeur, c'est que les pigeons terminaient en salami, surtout en période de chasse. Voilà. Donc, de temps en temps, l'analyse de risque, ça peut être important. Et sur l'analyse de risque, effectivement, notamment sur les dispositifs médicaux, donc je ne remets absolument pas en cause la 14971, qui est une norme qui a le mérite d'exister sur les dispositifs médicaux, mais d'élargir également l'analyse de risque avec d'autres normes, comme je sais pas, la 27005, qui balaye un spectre un peu plus large et éviter, je dirais, de faire justement du minimalisme à un moment donné. Béatrice, oui. C'est MIC, le MIC comme micro, au milieu, voilà. Ah, j'avais pas mis. Non, moi je voulais revenir aussi sur les données de téléphonie mobile qu'Antoine a évoqué, parce que je pense aussi que c'est quelque chose qu'on sous-estime et qui monte vraiment en puissance avec des données parfois très cliniques derrière. Et il y a un projet auquel je pense en fait qui est en cours aussi, qui par exemple à partir de géolocalisation et d'analyse de voix, mais aussi en basant des bases pharmaceutiques et des éléments comportementaux, réussissent à prévenir, enfin en tout cas c'est des études sur des patients psychiatriques pour essayer d'anticiper des tentatives de suicide par exemple. Et donc je pense qu'on va avoir ces données de géolocalisation, d'analyse de la voix, mais sans regarder le contenu, mais la fréquence et le rythme de la voix, qui petit à petit vont monter en puissance et vont vraiment devenir des outils cliniques. Et bon, alors je citais aussi tout à l'heure tout ce qui est flux d'informations pour les phases 4 en pharmacie. Et on va vraiment devoir de plus en plus confronter ces bases qui sont des bases presque grand public par moment. Alors pas la géologue, hein, les opérateurs sont quand même encore assez prudents sur l'utilisation de ces données. Mais en tout cas, vraiment, ces données qui viennent d'horizons complètement différents, qui vont se croiser aux données médicales. Et là, il y a toute une réflexion sur comment ça se gère et comment ça va se dérouler et se mettre en place. Et ça me semble assez fondamental. Oui, Philippe. Avec également à prendre en compte, parce que justement, mettre des applications dans le web, parce qu'aujourd'hui les applications sont téléchargeables ou sur côté Apple ou côté Google, et là effectivement c'est faire attention aux informations qui sont délivrées. Je prends une application qui permet le suivi de diabète. Je dis aujourd'hui Google est absolument au courant de tous les diabétiques de France qui se sont inscrits à cette application. Avec derrière, mais ça je pense que Pierre Desmarais, qui connaît bien le sujet cet après-midi, pourra peut-être répondre à vos questions. C'est un problème de droit, un problème juridique. Qui porte la responsabilité? Celui qui a créé le logiciel, celui qui héberge le logiciel, comme Google, alors, aller chercher la responsabilité chez Google, ou malheureusement celui qui l'utilise in fine. Aussi sur la géologue, sachez qu'avec 3 à 5 localisations, vous êtes identifié, donc l'anonymisation devient complexe. Merci pour ces compléments. J'aurais voulu peut-être qu'on revienne avec vous tous sur les sujets d'évaluation et d'analyse médico-économique. Vous en avez parlé, Antoine. Donc, l'analyse médico-économique est menée en parallèle et même en amont, avant l'ouverture de l'IHU, si j'ai bien compris, et mise en place avant l'ouverture. Toutes ces innovations et la recherche de sécurité dans le contexte de l'innovation suscite probablement de l'innovation en matière d'évaluation et de recherche de modèles d'évaluation et de simulation. Comment vous prenez la chose concrètement? On ne peut pas rester en 2015 sur un projet innovant avec des méthodes d'évaluation ou de simulation qui avaient fait leurs preuves 5 ou 10 ans plus tôt. Et il faut faire avancer tout cela d'un même pas.
Tout à fait. Alors, pour la partie évaluation pendant le séjour hospitalier, il y a déjà pas mal de choses qu'on peut arriver à identifier, à remonter en termes d'indicateurs. Donc oui, il y a un petit peu d'innovation sur des algos, etc. pour avoir une évaluation un peu plus fine. Mais disons qu'aujourd'hui, les choses sont déjà bien développées. Le gros challenge qu'on a, c'est pour l'extra hospitalier. Et donc effectivement, il y a une énorme place à l'innovation, à des nouvelles technologies. Là, notamment, on est en train de tester des technologies de patch, où vous proposez à un patient qui rentrera chez lui, par exemple, d'avoir un patch qui mesure un certain nombre d'indicateurs physiologiques ou d'activités, etc. Ce patch va envoyer de manière automatique ces informations sur un outil web, une plateforme web, mais cette plateforme est administrée par le patient. C'est lui qui donne les autorisations aux médecins traitants ou autres, ou au personnel ici, qui auront accès à ces informations-là. Et en plus du monitoring en fait, de ces indicateurs en fait, physiologiques, le patient peut mentionner des douleurs, des vomissements, des saignements, des choses comme ça. Donc un ensemble de signaux de complications ou non d'un acte chirurgical. Et c'est vraiment sur ces éléments-là post-opératoires qu'on peut arriver à avoir des analyses de l'efficacité médico-chirurgicale de l'acte et du coup macro, en fait, du coup global. Est-ce qu'il y a une réhospitalisation? Est-ce qu'il y a un nouveau contrôle aux urgences, etc. Parce que souvent, on fait du one-shot, on regarde ce qui se passe pendant l'acte et puis après, on a des difficultés à tracer. Donc là, aujourd'hui, ces évaluations, elles sont faites dans le cadre de protocoles cliniques. Donc on en a une pour la chirurgie colorectale, je crois, le cancer colorectal, et une pour l'obésité, pour le traitement de l'obésité. Oui, il y a un élément extrêmement important dans ce qu'on va faire dans le Factory et qu'on retrouve ici dans le monde de la recherche, c'est que ce qui pilote une start-up, c'est la métrique. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte, mais aujourd'hui, toutes les grosses startups que vous voyez sont tout le temps focalisées sur les données qu'elles reçoivent. Et c'est ça qui va driver en fait leur augmentation, c'est-à-dire là où ils vont trouver plus de clients. Donc ils vont tester plein de choses et ils sont tout le temps en train de mesurer. Et nous, on va mettre ça au cœur justement du Factory. C'est-à-dire qu'on va essayer d'étalonner à chaque fois, quand on commence un nouveau projet, de manière assez simple, où on en est, et de manière à mesurer le plus rapidement possible si ce sur quoi on est en train de travailler fait une amélioration ou pas. Et s'il n'en fait pas, on passe à autre chose. Et ça, c'est très important d'itérer très très vite pour se focaliser sur les usages. Il y avait on prenait l'exemple de l'aviation, mais par exemple, dans l'aviation, ils ont fait une expérimentation et ils ont voulu inventer un nouveau système de détection avec l'œil. Donc on n'a plus besoin d'utiliser les outils, on se déplace l'œil et ça affiche les écrans. Alors, ils se sont amusés à faire ça, c'était super. Et puis ils ont mis en place l'expérimentation après avoir bien développé pendant 1 an. Et puis le pilote est monté dans l'avion, il a mis ses lunettes de soleil. Et l'avion a décollé, il dit pourquoi ça ne marche pas? Il a dit vous avez mis vos lunettes de soleil, il faut les enlever. Mais je ne peux pas les enlever, moi. J'ai le soleil qui m'arrive en pleine tronche, je ne peux pas y arriver, quoi. Donc voilà, fin de l'expérimentation. Donc ça, il ne faut pas que ça arrive. Et pour pas que ça arrive, il faut arriver très rapidement à mettre son produit dans les mains de l'utilisateur et d'itérer avec lui le plus rapidement possible. Il y a un autre élément. C'est dans l'analyse de risque. Plus d'énergie. Ça devrait venir. Voilà. Et comme j'ai pas une grosse voix, ok, ça marche. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'un élément de sécurité à l'égard des logiciels, je parle logiciel au sens large, l'algorithme, etc., serait le fait qu'il soit ouvert et auditable, que le code soit auditable. Vous avez parlé de la propriété intellectuelle dans le contexte de l'innovation, le fait donc de conserver son idée jusqu'à ce qu'elle
soit sur le marché et qu'on soit le premier sur le marché. Donc ça, c'est un élément effectivement important à concevoir en termes de filière économique. Mais est-ce qu'un élément de sécurité ne serait pas le fait qu'un maximum de code soit ouvert et auditable et puisse être saisi par le monde scientifique, par une communauté, etc. Est-ce que ça n'apporterait pas de la sécurité? Est-ce que ce n'est pas un enjeu sur lequel travailler? Peut-être répondre. Oui. Alors peut-être que vous avez en mémoire un événement qui s'appelle Heartbleed, un bug qui a eu lieu sur une librairie qui est très connue qui s'appelle OpenSSL, une librairie qui est partout dans tous les systèmes qu'on emploie. Et malheureusement, cette librairie avait un très très gros bug. Et pourtant, c'est du code qui est connu, reconnu, mis sur la place publique depuis de nombreuses années. Donc, je suis d'accord avec vous, ça améliore les choses d'avoir du code ouvert. On le sait avec Linux, par rapport à Windows, on sait que Linux a apporté un bien fou à la communauté scientifique et à la communauté des gens qui travaillent dans l'informatique. Mais c'est un plus, mais c'est pas forcément c'est pas la panacée. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, oui? Au Laurier, on développe des techniques d'analyse de binaires basées sur de l'analyse morphologique. J'en dirai pas plus, mais qui ont pour but aussi de pouvoir analyser un code, un binaire, dans ce qu'il est. Effectivement, il y a beaucoup de travail à faire par rapport à une espèce de virologie ou d'analyse virale ou d'analyse de code nouvelle en investigation numérique. Mais il y a des outils aussi qui sont à développer par rapport à comment garantir la nature du code, sa qualité d'écriture, son architecture, sa morphologie, et de pouvoir garantir ensuite que ce code il est relativement intègre et qu'il évolue dans le temps de façon intègre. Puisque ce n'est pas simplement le fait d'implémenter un code qui soit bien écrit à un moment donné, que le code ne soit transformé à l'insu de son plein gré ou transformé par rapport aux interactions de service ou à des fonctionnements du système qui va faire que le système va rester fiable, sûr dans le temps. Il y a une notion d'évolution aussi qui est à prendre en compte, c'est que les systèmes évoluent en fonction des utilisateurs, en fonction de l'activité qui est développée dessus, et que qui sait aujourd'hui, quel gérant de système d'information sait aujourd'hui tracer correctement son architecture logicielle. Je ne parle même pas de l'architecture machine, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans du pervasif et du multimodal, multimédia, multidispositif, etc. Et qu'un des enjeux dans les années à venir, ça va être d'avoir des outils de traçabilité, de l'intégrité, de vérifier comment le système évolue et de vérifier que l'évolution est pertinente et maintient la robustesse du code et du système technique en lui-même, du système d'information. Oui. Madame, oui. Merci. Je voudrais rebondir... Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, pardon. Caroline Zorn, donc je suis avocat et j'interviendrai cet après-midi sur les questions de santé numérique, puisque c'est mon exercice quotidien. Et je voudrais rebondir sur la question du code, puisque la majorité des clients que je vois aujourd'hui qui sont porteurs de projets en santé numérique ont d'énormes soucis avec la propriété du code. Parfois même, ils ont basé leurs solutions sur des codes qui ne sont pas propriétaires, sur de l'open source, et on se rend compte que le fait d'agréger des solutions logicielles qui paraissent libres peuvent, à l'issue du projet, représenter un droit d'auteur, composer un droit d'auteur. Donc, dans les questions qu'on abordera cet après-midi, je ne veux pas déflorer les sujets, mais il y a un véritable intérêt à se poser la question dès la conception, alors de la vie privée, c'est privacy by design, mais également de la répartition des droits de propriété intellectuelle et du code, puisque les idées sont de libre parcours, très bien, et de ce fait, on oublie parfois que la personne qui fait le code, vraiment la personne qui code, est propriétaire de sa création, parce que c'est une création. Si c'est une œuvre originale, c'est une création. Et il ne faut pas donc oublier qu'il est complètement possible qu'une idée fantastique ne soit pas protégée, alors que le code qui est original, mais qui n'est pas non plus extraordinaire, lui bloque un projet parce qu'on n'a pas fait de cession de droit d'auteur. Donc il y a une vraie réflexion à avoir dans les projets sur la propriété du code, et pas seulement des logos, des marques, etc. Mmh. On y reviendra peut-être cet après-midi, mais oui, Sébastien. Oui, alors ce qui est très important, moi je suis bien sûr à fond pour l'open source, vous en doutez. Ce qui est important sur Heartbleed, c'est la vitesse à laquelle ça a été corrigé. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que si ça avait été propriétaire, je ne vous dis pas l'enfer, et c'est que le gars n'était plus là, ça aurait été l'enfer. Donc, et c'est ça qui est important dans la communauté. Après, il faut voir qu'aujourd'hui,
je ne suis pas sûr que Beurre ait protégé quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est la traction qu'il a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, allez-y, faites le prochain réseau social. Vous n'avez aucune chance de passer devant Facebook. Donc ce qui est plus important, et ça c'est vrai dans le numérique, hein, c'est pas vrai partout, mais dans le numérique, c'est avant tout, comme on peut maintenant accéder quasiment au monde entier simplement avec Internet, ce qui fait votre force, c'est avant tout la rétention et la conversion que vous avez avec vos utilisateurs. C'est un enjeu qui change vraiment tout par rapport à l'économie d'avant. Si je peux faire juste une parenthèse qui n'a rien à voir avec nos sujets, Le Bon Coin s'est quand même bien positionné versus eBay. Mais bon, c'est un autre sujet. Je crois que vous vouliez prendre la parole, Monsieur Gardère. Oui, François Gardère, CHU Strasbourg. Je pense qu'une DSI est toujours un peu dans une situation paradoxale. Répondre à l'agilité et faire des choses qui sont durables. C'est ce qui a été évoqué dans cette matinée. Je remercie le retour d'expérience et de témoignage de M. Agathon Souliachu qui montre que l'agilité peut être prise en compte par des actions de coopération et de partenariat extrêmement forts qui permet à un système d'information d'évoluer de manière agile mais durable. Sur la durabilité a été évoqué ce matin des aspects de logiciovigilance et au-delà de l'auditabilité du code, je voudrais poser la question de la certification de nos logiciels. Nous avons des patrimoines absolument colossaux. L'exemple de l'avionique a été utilisé à plusieurs reprises. J'imagine que dans un avion, mais je ne suis pas expert, les processus de certification des logiciels sont colossaux. Enfin, je l'imagine, j'en suis même à peu près sûr. À l'inverse, dans les systèmes d'information hospitaliers, aujourd'hui, on ne voit pas poindre de démarche de certification. Et c'est effectivement un risque majeur que d'avoir des logiciels qui régressent, qui ne sont pas intègres, qui ne sont pas maîtrisés et qui évoluent sous l'angle d'un service à valeur ajoutée qu'il faut bien sûr rendre. D'autant plus que l'innovation nous amène, et c'est obligatoire, à ouvrir ces logiciels, à les rendre communicants, à ce qu'ils coopèrent avec des fonctions nombreuses, diverses et variées. Donc la question de la certification, dans le temps, sera sans doute, je l'imagine, une des questions de notre profession. Est-ce que c'est un sésame? Est-ce que c'est un vœu pieux? C'est une question, je pense qu'il faudrait se poser. Peut-être un mot de Philippe Loudneau sur la certification qu'on nous annonce donc, depuis quelques années autour de travaux communs, ASIP, D6, etc. Oui, et quelque chose qui arrive pour fin 2015. Fin 2015, mais une grosse difficulté sur tout ce qui est dispositifs médicaux. Le micro, rapproche le micro. Code. Oui. Et code. Donc une grosse difficulté là-dessus. Pour la première fois au monde cet été, la FDA a supprimé un dispositif médical parce que trop vulnérable aux pirates informatiques. J'aimerais bien qu'en France, on puisse faire la même chose. Alors, j'ai eu une expérience douloureuse, mais je pense que beaucoup l'ont vécu. Je pense que Fabrice l'a vécu aussi. 2009, un ver que je trouve magnifique qui s'appelle Conficker, qui a infesté l'ensemble des hôpitaux d'Europe et du monde. Ce virus, lui, se mettait à jour alors que nous avions interdiction de mettre à jour nos appareils biomédicaux. À un moment donné, il va y avoir une décision à prendre, ce qui est un peu dommage. Et quand vous avez un médecin de radiothérapie qui vous dit je sais que mon appareil est infecté, est-ce que je le traite ou pas? Mon grand, tu prends le risque tout seul. Moi, en tant qu'informaticien, je ne connais pas les effets de bord de ce virus. Je ne connais pas les résultats. Est-ce que le paramétrage est modifié ou pas? Je ne sais pas. Donc du coup, il faut renvoyer les patients. Il faut donc l'auditabilité des codes et l'utilisation du code source, des codes ouverts. Moi, je suis un fanatique, effectivement. On se rejoint sur le code ouvert. Effectivement, alors Earthbleed, je reprends. Les correctifs de sécurité ont été développés de façon hyper rapide, beaucoup plus rapide que certains grands éditeurs connus, ayant pignon sur rue. La difficulté, c'est l'implémentation derrière. Est-ce qu'on peut l'implémenter dans un dispositif qui est déjà en route dans un hôpital? Est-ce qu'il va y avoir des effets de bord? Est-ce qu'il n'y a pas eu des petits éléments programmés à la main qui font que ça ne fonctionnera pas? Donc là, on en a plein comme ça. Donc la certification, oui, ce serait une très bonne chose, mais à condition de voir l'ensemble. Aujourd'hui, si je prends les certifications CE pour un dispositif médical, ça repose sur 3 critères. Est-ce que la métrologie correspond bien aux données scientifiques attendues par un professionnel de santé à l'instant T, donc de la validation de l'appareil? T+1, T+2, tout le monde s'en moque. 2, est-ce que l'appareil ne va pas être plus nocif pour le patient
Donc, est-ce qu'il n'y aura pas d'induction d'effet de beurre négatif pour le patient? Et 3, si je le mets à la poubelle, est-ce que c'est écologiquement propre? Ouais. Maintenant, le maintien en conditions de sécurité de ces appareils-là, là également, une grande marge de progression est devant nous. Alors encore une fois, il y a un élément très important aussi dans les développements, principalement des startups, c'est ce qu'on appelle le continuous deployment. Donc il faut savoir il faut jamais figer dans le temps la version d'un logiciel, c'est impossible. Aujourd'hui, il y a deux mises à jour par an dans des systèmes d'information, c'est juste impossible. Ce que nous on fait, et ce qu'on va faire dans le Factory, et justement dans le système de 1 semaine développer votre prototype, c'est qu'après vous êtes en mode continuous deployment. Et il est beaucoup plus satisfaisant pour l'utilisateur que vous vous plantiez, et ça, tout le monde a le droit de faire des erreurs, mais que vous corrigiez dans l'heure ou dans la minute, au pire dans la journée, quoi. Et ça change tout. Dès lors que vous commencez à travailler de cette manière-là, ça fonctionne. Et en fait, moi, je suis vachement pour la certification. J'ai participé à la certification des logiciels d'aide à la prescription. Et en fait, ce qu'il faut certifier, c'est aussi la méthode de déploiement et de développement des logiciels. Didier Fass, vous évoquiez le fait que vous travaillez sur la certification des algorithmes de pacemaker. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je travaille pas totalement directement. Je travaille avec Dominique Méry au Lauria, avec qui j'ai une collaboration forte, qui lui, avec Niraj Singh, qui est aujourd'hui à Toulouse comme maître de conf, ont développé des approches méthodes formelles en Event B sur justement la comodélisation et la certification des algorithmes de pacemaker, qui vont juste de la première chose, de représenter correctement les modes de stimulation cardiaque par rapport au dispositif à 1, 2 ou 3 électrodes, parce que c'est pas du tout la même approche. Et nous, on travaille actuellement sur des approches plus recherche, sur des approches de géométrie des systèmes, puisque chacun sait, en tout cas les cardiologues nous le disent, c'est qu'avec les systèmes de pacemaker, on a des patients qui viennent dépendants de la machine, à savoir que les faisceaux de Hirsch disparaissent, les cellules qui se dépolarisaient ne dépolarisent plus, et que donc les gens deviennent dépendants de la machine. Et on pourrait imaginer in silico peut-être des stratégies qui feraient qu'associées à du génie tissulaire, on pourrait revenir à de la stimulation momentanée qui suppléerait et qui permettrait ensuite de recréer les faisceaux de Hertz. On peut aussi voir, parce que ça existe dans les laboratoires, travailler sur qu'est-ce que sera le pacemaker du futur, vu que dans les laboratoires, il existe... On n'a pas parlé d'impression 3D, mais c'est une de mes marottes actuellement, avec la fac de médecine de Nancy et dans le cadre d'Artem, parce que ça aussi, c'est un élément important. On va pouvoir fabriquer des membranes de pacemaker externes, non plus implantables directement, mais qui vont encapsuler le cœur. Il y a des expériences qui vont permettre, avec des multi-électrodes, de travailler sur un pacing spécifique en fonction d'un modèle 3D et d'une impression 3D qui va le faire. Donc, nous, on travaille actuellement sur ces bases qui prendront en compte la géométrie, pouvoir tenir la géométrie du système en 3D, en 4D. Aujourd'hui, on travaille sur une approche un peu topographique, idéale, fonctionnelle du système cardiaque. Et le problème, c'est la comodélisation. C'est quand on fait un comodèle du cœur pour valider les algorithmes, il faut avoir in silico, il faut avoir un modèle suffisamment descriptif et suffisamment fiable, et viable, oui, au cas de le dire, des propriétés du cœur qu'on cherche à modéliser, et qu'il faut qu'elles soient bien modélisées. Si on est uniquement sur un modèle purement électrique du cœur et des réseaux de cœur, en travaillant avec des experts, c'est intéressant, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que si on veut aller beaucoup plus loin, et justement en innovation, créer des nouveaux dispositifs implantables, réellement bio-intégrables ou transitoires par rapport à l'ingénierie tissulaire ou ce qu'on va arriver dans les années à venir, il va falloir aussi avoir tous ces outils de simulation et développer des systèmes qui permettront de valider les algorithmes et de les certifier. Alors, Dominique est aujourd'hui impliqué avec des Fraunhofer et avec la FDA dans des processus justement d'expertise par rapport aux problèmes de certification des algorithmes sur les pacemakers, mais plus généralement médicaux. On a été questionné par un grand fabricant de matériel dont vous avez parlé tout à l'heure, d'imagerie médicale, entre autres, qui est aussi une banque allemande, pour ne pas la citer, sur les problèmes, justement, quand on voit les photos que vous avez ici de blocs opératoires, pour certifier globalement l'intégration du système dans le bloc et certifier la fiabilité globale du dispositif avec la radiothérapie, les arceaux de radiothérapie, les pratiques, les procédures et les modes opératoires et l'état du patient. C'est des choses qui intéressent quand même l'industrie, et nous on est questionnés, en tout cas Dominique, on commence à travailler là-dessus, mais sur des fondements théoriques, parce qu'il faut associer à la fois, il ne faut pas avoir peur d'associer le monde de l'informatique avec des méthodes de preuve, des méthodes d'algorithmique, des méthodes de sécurisation et de gestion des modèles et de durcissement des modèles. Les techniques qu'on utilise ont été utilisées, je sais, à Toulouse, pour justement, dans l'aéronautique, pour tester les algorithmes de pilotage d'avion et montrer jusqu'à quel moment ils sont fiables et au bout de combien de temps il risque d'avoir des interactions de service qui vont faire que le code va devenir problématique et que l'avion devrait être arrêté immédiatement.
Dernière chose sur les problèmes dont vous parliez, c'est que dans la culture aéronautique, lorsqu'il y a un incident, alors il y a des incidents qui sont juste indiqués sur le tableau de bord. Le pilote, quand il est en vol, on lui dit « ça tu comprends pas, c'est pas la peine », et puis c'est mineur. Donc on lui indique, et donc il check à l'arrivée quand il est au sol. Puis il y a des incidents majeurs qui nécessitent des procédures d'urgence. Soit on atterrit, soit à l'atterrissage, on prévient le sol, qui va mettre en place toute une procédure de maintenance opérationnelle, rapide, efficace. Alors on essaye aussi de travailler sur l'optimisation et l'économie, l'intégration du système par rapport au fait que l'intervention de l'humain garantisse la continuité de la sécurité du système, et en même temps garantisse la sécurité de l'opérateur. Parce que si une tâche à 7 mètres de haut sur un Airbus sous une aile, si on se casse la figure, ça pose quelques problèmes. Et donc, aujourd'hui, on raisonne sur les deux dimensions. Et donc, quand il y a un vrai problème, on sait très bien, il n'y a pas d'autre choix que soit on fait vraiment prendre du retard à l'avion, et donc les patients attendent, en tout cas les clients et les patients, dans notre cas, on n'est pas dans le commerce, attendent, soit l'avion, il retourne au hangar, parce que là, on ne peut pas faire autrement, et on attend que l'avion suivant arrive. Le problème ici, c'est le problème de redondance. On n'a pas foncièrement systématiquement des systèmes redondants dans le domaine médical, et on n'a pas cette culture aussi de la ségrégation par rapport au système qui est liée à la redondance. En aéronautique, vous avez un problème sur un circuit, vous faites la ségrégation. Il y a un exemple connu où c'est un pitbull ou un rottweiler qui s'est énervé dans le chenil d'un avion, qui a réussi à ouvrir la porte, qui a déchiqueté tout dans la partie où il était. Et il a fallu que les pilotes fassent de la ségrégation immédiate du système. Heureusement que c'était redondant, autrement ils allaient au tapis. Donc voilà, et ça a été un incident, ils ne comprenaient pas ce qui se passait dans le système. Donc aujourd'hui, il faut aussi peut-être dans l'économie des systèmes, avoir en sécurité, il y a de la redondance et il y a des possibilités de ségrégation. Philippe, oui. Je pense, alors je reprends un terme qui a été utilisé tout à l'heure, c'est aujourd'hui le grand maître mot dans le monde de la santé, c'est le privacy by design. Ouais. Je pense qu'il faut aller au-delà et rejoindre effectivement le côté des hackers et le côté aviation, c'est du security by design. Et là, je pense que l'innovation, elle va se trouver là. Ouais. À partir du moment où c'est pris en amont et qu'effectivement il y a un retour sur chaque incident, on aura fait de gros progrès. Si je peux rajouter quelque chose par rapport au security by design, il y a aussi ce qu'on appelle le correctness by construction aujourd'hui, mais qui pose un problème parce qu'on est dans une culture aujourd'hui l'innovation, c'est speed dating, speed machin, speed truc. Sauf que l'innovation et la sécurité, c'est quand même du temps long. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées commercialisables qui font rêver tout le monde et hop, on fait une levée de fonds, c'est génial. Sauf que d'arriver à un produit qui soit fiable, sûr, prouvé et mettable sur le marché, on sait bien dans la pharmacie, ça prend des années. Dans le dispositif médical, et on est dans un nouveau type de dispositif médical particulier qui pose des problèmes, qui va poser de plus en plus des problèmes particuliers, éthiques ou en tout cas, quand je dis pour pas éthique, mais en tout cas juridiques, sur les bois de la bioéthique. Je me suis retrouvé avec mes systèmes de réalité virtuelle à montrer qu'on pouvait modifier le comportement sensori-moteur de quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Très bien pour modifier au fil de l'eau un geste qui est en train de se dériver et qui devient moins précis, mais qu'est-ce que ça veut dire après? Comment on peut modifier la vision du monde de quelqu'un dès qu'il a un casque sur la tête, avec les Oculus et tout ce qui va arriver? Ça va être assez rigolo, ça aussi. Oui. Bonjour, Cécile Lagardère, Qualcomm Capsule. Juste pour rebondir sur les dernières interventions, on n'a pas beaucoup parlé d'interopérabilité, standardisation, normes. Il me semble que c'est la base en fait de la sécurisation, en tout cas sur les couches basses. Je crois qu'aussi on a vu plusieurs dimensions de couches dans les systèmes qu'on a vus aujourd'hui, plusieurs niveaux de sécurité. Donc c'est peut-être quelque chose aussi qu'il faut continuer à travailler pour faire en sorte que tous ces appareils-là réussissent à se discuter de manière standard et fiable pour le coup. Juste pour rebondir, il y a un mot qui a été prononcé tout à l'heure par Luc Solaire, c'est DICOM. Voilà, point barre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, mais le DICOM, c'est vachement bien, mais derrière, qui va accéder à la validation de la qualité des images qui sont produites par les imageurs? Les codes sources sont absolument fermés, c'est propriétaire, vous ne pouvez jamais y avoir accès. C'est la richesse même des grands fabricants de matériel. Et donc, on est obligé d'échanger en DICOM. Ça nécessite des efforts de recherche pour voir comment on porte le DICOM, comment on règle les problèmes d'artefacts, de problèmes d'orientation spatiale, parce qu'on sait très bien que c'est de la coupe et jamais exactement comme on voudrait, que le radiologue, il sait très bien que c'est entaché d'erreur son diagnostic, parce que l'image n'est qu'une représentation, une méta-représentation du patient, et qu'à la fin, c'est le chirurgien ou l'anapathe qui va voir la réalité objective du système. Et donc, DICOM, voilà. J'ai qu'un mot à dire. Il faudrait peut-être que sur certains processus, on puisse aussi vérifier, certifier la qualité, en tout cas, il y a des processus qui garantissent que les logiciels disent bien ce qu'ils veulent bien dire.
Un dernier mot, Sébastien. C'est important qu'il y ait de l'agilité tout le temps. Il ne faut rien figer dans le temps. Quoi. Et c'est vraiment important. Moi, pour vous dire, l'interopérabilité, il y a 2 jours de conférence avant le hackathon. On part de HL7, on parle de DICOM. Donc les hackers sont initiés à ces technologies-là. Quoi. Et puis j'invite un mec qui vient du Canada et qui parle de FHIR. Donc c'est l'évolution de HL7 et qui va permettre d'interagir avec des systèmes d'information hospitaliers de manière très rapide, très facile, comme Google l'a fait avec Google Maps. Voilà, c'est les mêmes protocoles. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est que ces gens-là ne soient pas confinés dans... Allez, on certifie, puis après on ne bouge plus. Quoi. Ce qu'il faut, c'est certifier le processus, en fait. Et du coup, être tout le temps, on va construire, mesurer, apprendre de nos erreurs, et on recommence. Et ça, il faut que ça tourne tout le temps. Une dernière intervention. Une question rapide, en fait. J'aimerais interroger les experts de l'innovation et de la sécurité, et aussi des technologies innovantes. On a parlé du code source, on a parlé de l'auditabilité des codes sources, pas simple à dire. On a parlé de la certification logicielle, mais sur le choix des langages, est-ce que là aussi il n'y a pas le moyen d'améliorer la robustesse, la sécurité d'une application dans le choix lui-même du langage utilisé? Je pense par exemple dans l'aviation, je ne suis pas sûr qu'on fasse usage du PHP ou du Perl ou du Python. Parce que les compilateurs ne sont pas forcément certifiés. Je pense à STRL, je pense à ADA, je pense pour Airbus. Est-ce que là aussi, pour le domaine médical, il n'y a pas un champ d'investigation à mener, notamment aussi dans la factory pour les futures startups? Voilà, c'est vrai que dans l'aéronautique, il y a une grande familiarité avec des langages, je dirais, sécurisés, type ADA, MISRA-C, des langages avec des compilateurs certifiés, comme le CompCert, le compilateur qui a été mis au point par l'INRIA, compilateur qui est lui-même validé, c'est-à-dire exempt de bug. Ceci dit, donc, tout ça transposé, tout ce monde-là au niveau des fabricants de dispositifs médicaux, c'est pas encore fait. En effet, on va avoir plus de dispositifs médicaux, surtout sur des technologies web ou cloud, ou j'en passe et des meilleurs, où on va avoir du PHP, où on va avoir des technologies beaucoup plus grand public. Et pourquoi on a cette technologie grand public? Mais aussi, c'est une histoire de coût. Hein, c'est-à-dire qu'utiliser du MISRA-C, utiliser de l'ADA, il faut avoir d'une part les licences pour ces systèmes-là, puis il faut avoir les personnes qui savent développer dans ces langages-là. Il faut avoir les équipes pour qualifier, pour valider avec ces environnements-là. Et tout ça, ça a un coût qui malheureusement n'est pas abordable pour des startups, pour des jeunes sociétés qui vont travailler dans le domaine du dispositif médical. Donc là, on rejoint un peu le frein à l'innovation, il est là, quoi. Hein. C'est-à-dire que si on veut aller vers un monde totalement sécurisé, il y a un coût, il y a des billets à mettre sur la table pour y arriver. Et donc il y a forcément un arbitrage à faire entre le coût de la sécurisation et la sécurisation acceptable vis-à-vis de l'environnement dans lequel on veut utiliser le système. Je peux dire vous devenez bavard tout d'un coup. Oui, comme ça. Moi, je veux bien vous garder. Juste la dernière chose, c'est qu'on a parlé des facteurs juridiques, on a parlé des facteurs techniques, que ce soit en électronique, on n'a pas parlé, mais ça, c'est aussi un autre problème qui est assez joyeux, parce que qui ici fait une investigation destructive des clés USB qu'on lui donne dans des congrès? J'en sais rien. Moi pas. Je ne les utilise pas, je les jette maintenant, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui mettent sa clé pour charger son programme. Voilà. Un des enjeux, ici, on est dans un environnement hospitalo-universitaire. Ça veut dire qu'il y a un des enjeux aussi, c'est dans la pédagogie, dans l'enseignement, la formation des personnels médicaux et des futurs médecins ou des futurs dentistes, pharmaciens, professionnels de santé, de les faire rentrer aussi maintenant dans une dimension aussi quand même d'ingénierie. Parce que la culture de la médecine expérimentale, Claude Bernard, c'est très bien. Moi, c'est vraiment génial. Claude Bernard, quand on le relit, c'est fabuleux. C'est des gens qui ont compris comment fonctionner et ont inventé des choses merveilleuses. Mais aujourd'hui, il est temps d'associer Claude Bernard, la médecine expérimentale, avec une médecine, on va dire, une démarche de bio-ingénierie. L'un n'étant pas incompatible avec l'autre, puisqu'on n'est pas dans, si on fait de la bio-ingénierie intégrative, on n'est pas dans du réductionnisme. Et le génie de l'ingénieur est quand même toujours en relation avec l'art médical ou l'art dentaire ou l'art pharmaceutique. Mais là, il faut inventer aussi, faire évoluer aussi la formation des futurs professionnels de santé et des professionnels de santé actuels. Les pilotes comprennent quand même à minima la double intégration qu'il y a au niveau du mini-manche d'un Airbus, parce que je ne suis pas sûr que... Pour moi, en tant que professionnel de santé, au départ, une machine, c'était un objet, c'était une boîte noire. Hein.
On y reviendra, je pense, cet après-midi. Madame Lecomte, je crois, vous voulez dire un mot. Bonjour. Oui, bonjour, Christine Lecomte, Alsace Santé. J'aimerais juste reboucler sur un propos de Béatrice Fallis-Mérin concernant donc, le changement de culture. Donc, on a abordé effectivement la sécurisation des systèmes d'information, l'ouverture vers les objets connectés. On a parlé des organisations qui sont aussi des systèmes, mais l'humain, c'est-à-dire donc la personne, le patient, j'aimerais dire le client, comment le sensibiliser sur la sécurité, sur ce changement justement culturel et quel levier, comment peut-on lui apporter les connaissances qui lui permettent d'agir en toute connaissance de cause pour intervenir justement en tant qu'acteur qui a connaissance des failles potentielles de sécurité. Oui, c'est une des questions clés. On y reviendra peut-être cet après-midi, mais je te laisse conclure, Béatrice. Moi, j'ai fait juste pour revenir vraiment à la vraie vie ou à la réalité. Vous faites un dispositif médical un logiciel qui est un dispositif médical qui tourne sur un téléphone mobile. Donc, vous faites toute la démarche de marquage, ce qui est très long quand vous êtes une petite PME. Mais chaque fois que votre operating system de votre mobile change, vous devez refaire le marquage. Donc, c'est juste pour peut-être, alors c'est peut-être un peu triste comme mot de la fin, mais pour dire qu'il y a entre cette agilité qui est nécessaire et ce qui nous refait venir sur Terre, parfois des grincements qui sont quand même un peu la réalité et qui restent peut-être nécessaires. C'est juste... Juste un tout petit mot, c'est le fait qu'on n'a pas parlé, c'est les tests. On s'en fout de certifier le langage, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est que tout ce que vous fassiez soit testé. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que quand on développe, tout est testé. Et en fait, si on veut renouveler son dépôt, en fait, si on a passé tous les tests, on va repasser les tests. S'il y a de la régression, c'est encore plus facile. Donc, ce qu'il faut, c'est optimiser le processus de développement. Merci. Merci à tous pour votre participation. Bon appétit. Merci beaucoup pour vos présentations. On se retrouve à 14h25 pour la suite des conférences et des débats. J'ai bien ramené les choses à la base. Mais j'avais noté.